Et en fait, le problème, c'est que quand tu lèves des fonds, par définition, tu n'es pas rentable. Parce qu'en fait, ton objectif, c'est de dépenser plus que ce que tu gagnes pour financer ta croissance. Parce que tu considères que ce qui est important, c'est l'argent que tu vas faire dans le futur et ta valorisation. Sauf qu'en fait, ce problème-là, c'est que, imagine tu rencontres un mur et que tu continues de brûler autant d'argent, mais que ta croissance n'est pas adaptée à ce que tu avais prédit. Mais en fait, tu te retrouves dans une position où c'est tes investisseurs qui vont décider si oui ou non tu peux garder ta boîte. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en fait, ça veut dire que si tes investisseurs te disent bah non, on va pas te suivre et on pourra pas mettre plus d'argent parce que je trouve que la croissance elle est pas ouf et on n'arrive pas à comprendre pourquoi pour l'instant. En fait, ça veut dire que tu dois virer par exemple la moitié de ton équipe, tu vois. Et d'un point de vue perso, c'est un truc ultra difficile à faire. Alors que nous, tu vois, on a ce côté où on maîtrise notre croissance. Nous, chaque mois, on fait beaucoup de profits. Tout est bien calculé, tout est bien calibré. Et j'ai cette paix d'esprit où je me dis, c'est vraiment moi qui suis aux commandes de tout ce que je fais. Tu vois, c'est beaucoup plus sain, ça met moins de pression sur les équipes. On peut prendre notre temps si on a envie de prendre notre temps. Tu vois, il y a plein de choses en fait qui rentrent en compte dans la création d'un business et qui sont pas uniquement ta croissance ou tes chiffres, tout ça. Évidemment, tu vois, genre là, on est en hyper croissance, donc on a la place un peu du roi et c'est cool, tu vois. Mais dans les faits, moi, ce qui m'apporte le plus de bonheur et de paix d'esprit, c'est pas tant cette hyper croissance, c'est plus le fait de me dire, aujourd'hui, je fais ce que je veux, en fait. Et ça, en tant qu'entrepreneur, c'est ça, tu vois, le vrai luxe, c'est ça, la liberté, en fait. Et la raison pour laquelle j'ai monté une boîte, c'est pour ça, c'est pour être libre, en fait. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens, tu vois, qui, malheureusement, se font un petit peu alpaguer par les feux des projecteurs parce que c'est facile de lever, d'avoir son article dans TechCrunch, tout ça, mais qui derrière le regrettent fortement, tu vois. Et des entrepreneurs qui lèvent, j'ai plein de potes à moi, hein, tu vois, qui ont levé des très très belles sommes d'argent et je connais aussi très bien ce qui se passe dans les coulisses. Et les coulisses, c'est souvent pas aussi joli que ce qu'on peut voir dans les articles de presse. Après, il y a des très très belles histoires et en fait, quand tout fonctionne, c'est génial, tu vois, il y a jamais de problème et c'est encore plus décuplé, tu vois, mais quand il y a un petit grain de sable ou un truc qui va pas, là, c'est aussi décuplé et ton grain de sable, il se transforme en un rocher, quoi, tu vois. Donc, faut faire attention. Mais après, voilà, tu vois, moi, j'ai pas d'avis tranché sur la levée de fonds. Je pense que c'est bien dans certains cas, ça sert à rien. Et juste, il faut faire aussi avec ses envies, en fait. Mais il faut l'assumer. C'est ça qui est important. Yes, j'entends, je suis assez aligné avec ça. Pour le coup, ça voudrait dire que est-ce qu'il y aurait pas une sorte de blacklist comme ça lorsque tu refuses 30 millions d'enfants et ils te mettent comme ça une croix parce que là, avec le coup que tu as fait la dernière fois, est-ce que là, j'imagine que ça, ils ont un petit peu là quoi, c'est Bah écoute, en fait, tout le monde me dit ça, mais dans les faits, pas du tout. En fait, je suis ultra proche de beaucoup de fonds. Je m'entends très bien avec les fonds, que ce soit fonds US ou européens, parce qu'ils ont, en général, il y en a qui ont une très bonne vision de euh, de tout ça, en fait, de l'écosystème, de comment, tu vois, là où va le vent. Ils me posent des questions sur certains produits. J'aide aussi certains fonds, tu vois. Il y a beaucoup de fonds qui m'envoient des messages en mode qu'est-ce que tu penses de ce produit? Où est-ce que tu le vois aller? Dans quelle direction? Est-ce que tu trouves que ça a de la valeur? Oui, non, etc. Et du coup, non, je m'entends très bien. Et puis ceux qui nous avaient fait l'offre, en vrai, on est resté très proche avec eux. Et après, en fait, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire que les gens pensent que les fonds, c'est uniquement des gens qui donnent de l'argent à la boîte pour accélérer ton business. Mais parfois, tu peux te retrouver avec des fonds qui comprennent très bien ton business et qui sont OK pour faire ce qu'on appelle du cash out, c'est-à-dire qu'au lieu de donner de l'argent pour faire une augmentation de ta capital à ta boîte, en fait, ils te donnent de l'argent en direct. Donc en gros, c'est toi qui prends de l'argent en tant que fondateur et toi, ça te permet de dérisquer un maximum ton business. Donc en fait, il y a plein de choses dont on parle pas trop parce que les gens ont du mal à parler d'argent, que ce soit en France ou même parfois un petit peu à l'étranger. Et du coup, bah oui, non, clairement, tu vois, tu as plein de choses qui sont possibles et c'est un milieu qui reste assez intéressant et qui permet aussi de booster les fondateurs à faire des choses encore plus grandes parce que à partir du moment où tu dérisques ton business à fond, bah toi, tu es beaucoup plus ambitieux dans les choix que tu fais, tu prends un peu plus de risques et c'est aussi cool, tu vois. yes. On n'a pas préparé ça en off, mais on n'est pas obligé de l'aborder si tu ne veux pas. C'est plus sur LinkedIn. Je sais que tu avais lancé une autre boîte qui t'a valu d'être banni de la plateforme. Est-ce que c'est Ouais, OK pour toi qu'on en parle ou ouais, bien sûr. OK. Est-ce que tu peux nous parler comment, parce que je crois que c'était
Non, je me rappelle plus du nom. C'était quoi L'Empod, encore? ouais. L'Unpod, ouais. Déjà l'idée, comment est-ce que l'idée t'est venue en tête et comment est-ce que tu as réussi à monter ce truc en parallèle de ce que tu faisais déjà avec les ministres qui te prenaient Ouais. forcément tout ton temps? Ouais, c'était pas facile. Alors l'Empod, en fait, c'est venu, on était parti avec mes associés en Founders Retreat, donc on est parti à l'étranger pour discuter un petit peu. Et à la fin, une question qu'on aime bien se poser, c'est si on pouvait lancer un projet from scratch, qu'est-ce que ça serait, tu vois? Et là, moi, je leur ai dit, franchement, les gars, je suis dans plein de groupes Slack, Messenger, etc., avec des marketeurs, des founders et tout. Et tout le monde met ses posts LinkedIn pour que les gens du groupe cliquent et aillent liker, aillent engager, tu vois. Et je trouve que c'est vraiment le truc le plus con à faire sur Terre parce que ça fait perdre du temps à tout le monde, alors que tu fais confiance aux gens avec qui t'es et techniquement, tu pourrais faire un auto-like. On discute de ça et puis moi je leur dis je suis sûr que ça va marcher, machin machin. Vianney et François ils réfléchissent et puis ils disent vas-y bah on part à une conférence, on va voir si on peut coder un truc. En 2 jours ils sortent une première extension de Chrome et là moi dès qu'ils me disent on a l'extension Chrome, boum je contacte mon réseau. D'un coup on a 150 personnes qui sont dessus et là bouche à oreille et en moins d'un mois on est à 1000 personnes. Très rapidement, en fait, ça devient la plus grosse marketplace au monde de pods. Donc, les pods, c'est des groupes où les gens se mettent entre eux. Et donc, moi, l'idée, c'était de dire, ben, ouais, j'ai juste voulu automatiser des trucs qu'on faisait déjà à la main. Sauf qu'en fait, très rapidement, je me suis rendu compte qu'on avait un peu créé un monstre dans le sens où, comme on était devenu la plus grosse marketplace de pods au monde, on avait des gens qui venaient juste pour acheter du like et du commentaire. Et qu'en fait, les interactions, elles étaient plus du tout genuine, tu vois, ça venait même pas des gens de Mhm. ton réseau, c'était en fait ce que les gens voulaient, c'était des likes de partout. Et donc on avait des gens des scammers, donc des gens, tu vois, qui faisaient des posts de merde sur LinkedIn et puis soit des posts racistes, soit des posts religieux, soit des posts, tu vois, et qui venaient sur l'Empod, qui payaient genre 500 balles pour avoir un maximum de likes pour que leur truc est. Donc en fait, tu vois, on se retrouvait avec des problèmes d'admin, de machin, de trucs. Et à ce moment-là, en fait, le produit, tu vois, il grossissait de façon exponentielle aussi, quoi. Et là, je me suis dit, bah vas-y, tu sais quoi, genre, on n'a pas les ressources pour gérer la partie tech sur l'Emlist, l'Empod et aussi market et aussi machin. C'est un produit qui fait beaucoup de cash. Je pense qu'on peut trouver un acheteur. Donc, j'ai commencé à bosser avec ce qu'on appelle un broker. C'est un intermédiaire qui trouve des acheteurs. Et on a eu pas mal d'offres, dont un groupe d'entrepreneurs en Australie, je peux pas donner leur nom, mais qui était chaud pour reprendre le produit. Et puis, ils étaient OK avec ma vision où je leur disais, bah voilà, il faut que vous focussiez sur la qualité, que vous essayez d'avoir des gens qui puissent venir enlever toutes les personnes qui ruinent un peu tout ça, machin, machin et tout. Et en fait, au moment de la vente, il y a LinkedIn qui nous a contactés pour nous dire que ce qu'on faisait, c'était contre leurs termes and service, etc., machin, machin. Sachant que LinkedIn, en fait, légalement parlant, tu vois, ils ont aucun droit parce qu'en fait, tout leur procès sur de l'automatisation sur leur plateforme, ils l'ont perdu. Donc en fait, tu vois, tu peux avoir des terms of services qui disent quelque chose, mais légalement, c'est pas forcément recevable. Et ce qui était le cas dans leur cas. Donc moi, je me suis dit, bah, de toute façon, nous, on a vendu la boîte, donc je leur envoie un message, bah, on a revendu le projet, c'est plus nous qui sommes en charge. Et après, ils m'ont dit, bah, dans ce cas-là, tu me donnes le nom du vendeur, enfin de l'acheteur, pardon. Et là, je leur ai dit, bah, je peux pas, tu vois, on a signé un NDA et dans le contrat, on peut pas disclose de donner le nom publiquement de la personne qui a racheté. Par contre, ce que je peux faire, c'est vous donner le nom du broker qui, lui, va faire une lettre pour assurer que c'est pas moi qui ai racheté le business ou que je suis plus impliqué là-dedans, quoi. Et on a fait ça et LinkedIn s'en foutait. Et donc, du coup, ils ont décidé de bannir mon profil LinkedIn où j'avais, je sais pas, quasiment 20 000 ou 25 000 followers. Je faisais des posts, tu vois, qui étaient vus par des millions de personnes, tout ça, tout ça. Et donc, j'ai essayé de revenir cet hiver avec le mouvement Free Guillaume Moubèche. Il y a un hashtag qui a été Je lancé. me rappelle. Ça a fait pas mal parler. Donc, les feeds sont devenus tout jaunes parce qu'ils mettaient un carré jaune avec ma photo et tout. Bref, c'est parti en couille. Et en gros, LinkedIn, j'avais des contacts qui étaient bien placés, enfin, qui connaissaient des gens très bien placés chez LinkedIn. Et en gros, ils ont dit que ils m'avaient mis sur une full blacklist où je pourrais jamais revenir. En fait, ils m'ont dit que je pourrais plus jamais revenir sous mon nom Guillaume Houbèche sur LinkedIn. Donc, en gros, maintenant, j'ai un nouveau profil que j'ai créé qui s'appelle G, donc G. Mais je crois que si tu tapes Guillaume Houbèche, en vrai, tu me trouves parce que je l'ai Ouais. mis dans ma description quand même. Et donc, ça, c'était un peu la petite histoire. Et après, tu vois, le truc qui était C'est cool. juste toi ou c'est Lemnis, par exemple, la page Lemnis sur LinkedIn, elle existe Non, non, toujours? Lemlist, elle existe. La page Lempod, elle existe plus, mais la page Lemlist, elle existe. Ce qui était cool, c'était d'avoir pu revendre un business, tu vois, en étant assez jeune. Et c'était un business qu'on avait monté à 600 000 euros
d'ARR en un an. Ah Donc, ouais, ouais, c'était ouais, pas un petit c'était. truc ça. Ah non, non, en vrai, tu sais que ce projet, il grossissait plus vite que Lemlist à la même époque, quoi, tu vois. Enfin, genre, en gros, en fait, Lemlist était devenu, en fait, si tu veux, la première année de Lempod, c'était une meilleure première année que la première année de Lemlist. Par contre, après, Lemlist, quand on était en parallèle, Lemlist grossissait beaucoup plus vite parce qu'il était à un stade encore plus élevé. Mais genre, on était sur un truc où ça bougeait très vite. C'était assez fou. C'était assez fou. Et avec ce genre de projet, peut-être sans aller forcément dans les détails, est-ce que tu me donnes une target de combien est-ce que ça se vend ce truc? Juste un En target gros, comme ça. pour ce genre de projet, en fait, tu as un multiple qui est entre... en fait, ça dépend de plein de choses, mais c'est entre 2 et 4 sur ton revenu récurrent annuel. C'était une vraie bombe ce truc. Ouais, Wow. ouais, ouais, c'était une vraie bombe. Mais après, nous, de notre côté, enfin, moi, je suis assez transparent là-dessus. En fait, au final, comme il y a eu la lettre de LinkedIn, etc., et que ça a rajouté un risque au moment de la revente, on n'a pas pu être dans ces... On avait eu une première offre qu'on a du coup dû refuser à cause du message de LinkedIn et pour être en tout transparent avec les acheteurs, quoi, tu vois. Et du Mhm, coup, on a revendu à un prix beaucoup plus faible, mhm. mais c'était quand même intéressant, quoi. Enfin, pour nous, c'était quand même cool parce qu'il y avait quand même le risque de LinkedIn qu'on n'avait pas envie de porter sur les épaules. Donc, ça nous a permis de faire une belle revente avec pas aussi élevé que ce qu'on avait au début, mais en vrai, négocier un truc qui permet d'enlever du risque pour chaque personne et rendre tout le monde content. Mais après, le problème, tu vois, c'est que les gens à qui on a racheté, et ça, c'était une bonne leçon aussi, c'est que quand ton business est racheté, tu contrôles plus ce qui se passe après, tu vois. Donc, eux, ils étaient OK avec tout ce que je leur avais donné en termes de vision, tu vois, mais dans les faits, ils ont rien mis en place, quoi. Donc, tu vois, c'est Ouais, toujours un truc ouais. où, bon. Je pense que ça existe encore, moi, sauf s'ils ont changé le nom. Hmm. Pardon, ouais, ça existe encore. Ça existe encore. Et puis, mais je sais pas trop ce qu'ils font encore. Franchement, Ok. ouais. Bah, qu'est-ce que toi il y a des grands learnings par rapport à cette expérience en parallèle avec l'Emlist. Qu'est-ce que toi tu retiens en fait de cette petite expérience en parallèle avec l'Empod? Bah écoute, c'était cool de pouvoir manager plusieurs projets. Moi, j'ai vu que sur la partie business, je m'en sortais plutôt bien avec deux projets, que c'était pas un gros problème, mais qu'après, c'est vrai que si tu as vraiment envie de booster quelque chose, il faut que tu aies du focus. Et le focus, c'est pas un truc, tu vois, que tu peux avoir quand tu as 1000 projets, quoi. Après, il y a ce côté où quand toi, tu vois, tu prends un peu de la distance par rapport au business, c'est bien de te passer du temps sur certaines parties. Tu vois, par exemple, je pouvais aller sur l'Mpod, tester des trucs, voir que ça marchait bien et ensuite les réappliquer à l'Mlist, tu vois. Et donc ça, tu vois, c'est des trucs aussi qui sont assez cool et que j'aime bien dans le fait d'avoir plusieurs projets. Après, après voilà, hein, tu vois, c'est un truc où clairement, quand tu es focus sur un business, il y a un moment où ça vaut le coup de l'être, quoi, tu vois, et de mettre tous tes œufs dans ton même panier, dans le même panier, parce que en vrai, tu vois, aujourd'hui, avec l'argent qu'on rajoute tous les mois, par exemple, sur le MRR de l'Mlist, il nous faudrait, je sais pas combien d'années pour arriver, si on reprenait un SaaS, tu vois, si on recréait un logiciel from scratch, il nous faudrait, je sais pas, un an et demi pour arriver ou 2 ans, tu vois, pour arriver à ce revenu. Donc, en fait, tout ce que tu rajoutes, tu vois, c'est l'intérêt cumulé, quoi. Donc, c'est vraiment, il y a un moment où tu te dis, bah non, tu vois, il y a plus le choix, quoi. Faut être à fond et puis, Yes.